La famille Aishi et tout ce qui l'entoure reste jusqu'à aujourd'hui l'un des plus grands mystères du lore de Yandere Simulator. À tel point que c'est un sujet sur lequel on a beaucoup tâtonné. Dans le Theory Time 23 sur l'enfance d'Ayano, le Theory Time 73 sur le mode 1980, le Theory Time 76 sur vos théories sur la famille Aishi. Pour autant, c'est le sujet le plus important en termes de lore pour le gameplay. Comprendre le syndrome Aishi, c'est posséder la clé pour comprendre l'ensemble du lore. Et c'est bien pour ça que Yandere Dev est toujours resté assez évasif sur ce point précis. Bon, depuis quelques temps, il a commencé à en parler un peu, d'où le fait que je fasse cette vidéo justement. Mais je vous rappelle que le type a passé son temps à changer d'avis sur l'effet du syndrome Aishi. Si ça se trouve, en 2070, toute cette vidéo sera caduque. Ah ouais non, je peux vraiment pas m'empêcher de tacler Yandere Simulator. Ça changera que lorsqu'on aura une rival en jeu. Bouge-toi Yandere Dev, il me reste que 2 sujets là. Bonsoir, bienvenue pour ce 108ème Theory Time. Aujourd'hui, je vous propose de vous détailler tout ce que l'on connaît autour du syndrome Aishi. Poser à plat tous ces éléments et les lier, afin de pouvoir comprendre mieux que quiconque ce dernier. C'est parti. Pour comprendre le syndrome Aishi, il faut remonter aux origines de ce dernier, et donc à l'origine même de la famille Aishi. La première information que l'on a, c'est que la première Aishi, donc celle qui aurait été d'une certaine manière la patiente zéro d'un certain syndrome ayant provoqué plusieurs catastrophes, n'est pas japonaise. Elle serait arrivée au Japon en 1790, mais on ne sait pas plus de choses sur elle. C'est tout de même peu d'informations, mais on peut déjà en extraire quelques conjectures. Déjà, le syndrome Aishi est importé. Maintenant, savoir d'où peut avoir un intérêt, mais c'est surtout de remettre cette arrivée dans le contexte historique qui est intéressant. La date d'arrivée de la première Aishi, c'est important. La date de son arrivée correspond à l'ère Edo. Et pour simplifier, le Japon de l'époque, bien qu'ayant des échanges commerciaux, a en place une politique isolationniste. Donc dans ce contexte, comment expliquer qu'une étrangère vienne au Japon et y reste de surcroît? Et ça, sans que ça ne paraisse bizarre. On pourrait considérer la possibilité d'un abandon, mais ça me paraît tout de même alambiqué quand on connaît les effets du syndrome Aishi. Donc on va partir du principe que l'histoire de notre monde ne colle pas parfaitement avec l'histoire du monde de Yandere Simulator. Oui, c'est beaucoup de mots pour dire que Yandere Dev a une réflexion de mollusque sur certains points. Mais en partant de ce principe, j'aimerais déjà amener une petite conjecture. Comme vous le savez, en termes de timeline, nous sommes dans la timeline 2. La timeline 1 étant devenue la timeline 2 après la disparition de la Fun Girl. Mais la timeline 1, elle a quoi de différent par rapport à la timeline 0? L'arrivée de la première Aishi au Japon est pour l'instant le seul événement que l'on connaît qui pourrait expliquer comment quelqu'un aurait pu éditer la timeline 0 en timeline 1. Les autres étant la mort de Saisho avant sa naissance ou avant la guerre. Mais ça, selon moi, c'est quand même un peu gros. En d'autres termes, ce que je dis, c'est que logiquement, si la première Aishi n'avait pas immigré au Japon, tout ce qui se passe dans Yandere Simulator n'aurait pas pu exister. Notamment la Seconde Guerre mondiale, puisqu'elle n'a pas eu lieu dans la timeline 0. J'irai pas jusqu'à pousser la conjecture sur ce qui aurait pu arriver à Charlie Chaplin pour que la Seconde Guerre mondiale n'ait pas lieu, mais ce serait marrant à imaginer. Le syndrome Aishi est souvent décrit comme la caractérisation de ce qu'est une yandere, mais c'est faux. C'est faux puisqu'Ayano n'est pas une yandere. Tout du moins, on peut choisir de ne pas respecter l'archétype auquel elle a plus de chances d'être assignée en éliminant nos rivales différemment. Mais on a des rivales en amour. Mais Ayano n'est pas à proprement parler amoureuse de Senpai. Vous trouvez ça incohérent? C'est normal, c'est Yandere Dev. Ayano, comme c'est dit dans le prologue, ne peut pas ressentir d'émotions fortes. À écouter certains dires de Yandere Dev, elle pourrait éprouver des émotions un peu nazes, genre le dégoût ou des trucs comme ça, mais ça rend la chose tout aussi bizarre. Néanmoins, une chose est sûre, c'est que Ayano ne sait pas ce que ça fait de ressentir du bonheur. Elle a pourtant un moyen, et c'est Taro Yamada. Taro Yamada, ou Taeko Yamada dans une autre timeline, pour une raison inconnue, a le même effet que Jokichi sur Ryoba. Il agit comme un catalyseur lui permettant de ressentir des émotions normalement. C'est pour ça qu'elle y est attachée. Il lui apporte ce dont elle a besoin pour se sentir complète. Pour rester donc sur un schéma simple, voyez Ayano comme une pièce d'un puzzle. Elle a bien une image reconnaissable, mais elle n'est complète que si l'on lui associe son senpai, l'autre pièce du puzzle. Et pour lui associer son senpai, oui, tous les moyens sont bons. Et l'option de devenir une yandere en est une. Maintenant qu'on sait ça, si je vous dis que le plus gros secret autour du syndrome Aishi vient du fait qu'on n'en connaît pas du tout la forme, vous me croyez? On ne sait pas si le syndrome Aishi est d'ordre magique, scientifique ou génétique. Si on considère que le syndrome Aishi est d'ordre magique, cela serait lié à probablement une malédiction. Mais aucun moyen d'expliquer pourquoi la première Aishi aurait été maudite et toute sa lignée avec. À côté, en partant d'un principe scientifique, ça pourrait expliquer l'origine du syndrome Aishi,
mais pas forcément sa transmission. Oui, on pourrait considérer que le syndrome Aishi vient de la mutation d'un génome de la première Aishi, qui aurait effectivement été transmise à sa descendance, mais ça pose plusieurs questions, notamment de savoir l'origine de cette mutation. Mais surtout, cette mutation. Est-ce que ça veut dire que la première Aishi a eu une vie avant sa vie de Aishi? L'avantage d'une explication comme celle-ci, c'est que si c'est une mutation du génome, ça pourrait théoriquement être réplicable au besoin, tout en étant transmis. Maintenant, pour donner un vrai sens à cette conjecture, la question est de savoir aussi si l'effet Senpai, qui lui n'a aucune explication, est réplicable. Petite anecdote cependant, est-ce que vous saviez que Jokichi a le même effet que Taro sur Ayano? En simple, les senpai peuvent permettre, mais à très petite échelle, aux autres Aishi de ressentir des émotions. C'est peut-être d'ailleurs grâce à ça qu'Ayano a pu faire semblant de ressentir des émotions devant son père, parce qu'elle en avait à peine les moyens. C'est en réalité la résultante d'un effet senpai partiel. Comprenez par là que si jamais Ayano rencontre un de ses ancêtres, elle ressentirait cet effet senpai partiel. Et théoriquement, Ryoba devrait aussi ressentir cet effet senpai partiel avec Taro. Au moins, ça facilite les réunions de famille, pas de souci à présenter ses partenaires, ils arrivent en terrain conquis les types. Une chose est sûre, et c'est ce qui est provoqué dans les deux cas, c'est une forme de désespoir qui sera provoquée par le rejet de leurs senpai respectifs. Une phrase longue et compliquée pour parler du snap mode. C'est pas un secret, on en a déjà parlé dans 2 vidéos. J'avais raison pour le meurtre-suicide, on attend de voir le reste. Mais néanmoins, je pense que c'est intéressant de mentionner quelque chose. Lorsque Taro rejette Ayano, on peut péter un câble et laisser le jeu se jouer tout seul. Ce qui est, je pense, pas le meilleur moyen, même après un game over, d'arriver à nos fins. Et les ancêtres de la lignée Aishi l'ont prouvé. Jokichi a été kidnappé par Ryoba. Il s'est attaché à elle progressivement. Le grand-père d'Ayano, encore mieux. Sa femme l'a transformé en bon toutou bien docile. On fait déjà pareil avec Taro, d'ailleurs. Mais non, Yandere Dev a décidé de créer un faux sentiment d'urgence, de par le manque d'émotion d'Ayano. Mais peut-être que ce sentiment traduira la possibilité que je vous ai évoquée, dans le cas d'une expulsion d'Ayano, dans le futur. Une chose importante, je pense, ce serait de pouvoir comprendre les limites de cet effet senpai partiel, et les comprendre de la manière suivante. Qui fixe la limite? Ce que je veux dire, c'est est-ce que la limite fixée est due à la place du senpai dans la famille? Par exemple, comme il s'agit de son père, est-ce que l'effet provoqué par Jokichi à Ayano est plus fort que celui provoqué par Taro sur Ryoba? C'est à mon avis des questions qui peuvent être importantes à se poser. On a déjà vu quelques conjectures, il est maintenant temps de les ajouter à de vrais sujets vus et déjà traités. Dans le Theory Time 99, je vous ai expliqué le plan sordide de Saisho Saiko, qui est d'ailleurs peut-être toujours porté par son fils Ichiro. Et le syndrome Aishi pourrait peut-être effectivement être la pierre angulaire de ce plan de domination du Japon sur le monde. Maintenant, un point qu'on n'a pas mentionné, c'est on a l'armée de personnes atteintes du syndrome Aishi. Ok, comment vous voulez les convaincre de faire quoi que ce soit? On parle bien en substance de personnes qui seraient artificiellement atteintes du même syndrome, sans différence quelle qu'elle soit. Il faudrait qu'on ait leur senpai, non? Tout du moins, il faudrait qu'on puisse définir qui est leur senpai. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? S'il est possible de répliquer le syndrome Aishi pour l'exploiter, il est primordial de comprendre et de pouvoir tout autant exploiter l'effet senpai, mais aussi l'effet senpai partiel. L'effet senpai partiel, parce que ce dernier permettrait, s'il n'y a pas de différence, peu importe la personne et peu importe sa position dans la famille, influencer les autres artificiellement atteints, sans risquer qu'en ayant toutes le même senpai, toutes ces personnes décident de s'entretuer pour le garder. Oui, c'est alambiqué, mais on parle quand même d'un sujet qui n'est pas simple à analyser et encore moins simple à comprendre. Mais avec cette vidéo au moins, vous êtes à jour sur tout ce qu'il y a à savoir sur le syndrome Aishi. Voici donc ce qui conclut mon 108e Theory Time sur le syndrome Aishi. Il a intérêt à vous avoir plu, vous n'avez pas le choix de toute façon. J'aurais aimé étayer un peu plus la vidéo avec des informations plus récentes, mais le syndrome Aishi c'est l'un des points sur lequel Yandere Dev communique le moins. Compliqué d'avoir des infos qui d'ailleurs n'auraient pas possiblement évolué entre temps. En parlant de Yandere Simulator et d'informations, j'ai un truc à vous dire. Il reste 2 sujets concernant Yandere Simulator sur mon planning. Ce que ça veut dire c'est qu'après ces 2 Theory Time, je ne parlerai plus que de nouveautés autour de Yandere Simulator. J'ai effectivement épuisé la fameuse liste de sujets dont j'avais à parler depuis si longtemps. Et depuis 2016, forcément j'allais arriver à ce moment-là. Mais d'un certain côté, je vois ça à titre personnel comme une bonne chose. Déjà, je vais pouvoir me concentrer sur le fait de suivre ce qui se passe avec Yandere Simulator et non pas simplement de réfléchir à des éléments du jeu qui sont déjà là. Mais surtout, ça veut dire que je pourrais plus facilement vous faire des vidéos sur d'autres sujets. Donc, vous pouvez vous attendre à ce que je parle déjà bien plus régulièrement de Danganronpa. Évidemment, d'autres sujets, j'ai des sujets sur ma liste, mais comprenez que tant qu'il n'y a pas de nouveautés sur Yandere Simulator sur lesquelles je peux faire des théories, je déplace temporairement mon fer de lance sur Danganronpa. En tout cas, si Yandere Simulator sort pas, j'aurai le seum vu le nombre de vidéos que j'ai faites quand même. Dans tous les cas, c'est pas important, je me contente quand même du fait d'avoir pu autant réfléchir sur ce jeu, sortir autant de théories, mais je dis ça là actuellement comme si j'avais déjà fini. Non, parce que les 2 sujets restants peuvent être, pour l'un, très intéressants et pour l'autre, disons qu'il fallait que je vous en parle. C'était Hunter, on se retrouve très bientôt pour un prochain Theory Time. Ciao.